sais, dans ce livre, il y a une phrase que j'ai lue qui me fait vachement penser à toi, qui est la phrase. Merci monsieur, je vous en prie. Qui est la phrase suivez un plan précis et allez jusqu'au bout. Et toi, du coup, j'aurais voulu savoir si tu te sentais concerné par cette phrase, si c'était une phrase qui concernait ta carrière, est-ce que tu avais un plan précis pour devenir journaliste que tu es aujourd'hui? Alors écoute, en fait, un plan non, parce que si tu veux, ce qui s'est passé pour moi, c'est que tout est une question de, je dirais pas de hasard, mais de rencontre. C'est-à-dire que c'est tout ce qui s'est passé dans ma vie, surtout ma vie professionnelle, puisqu'on parle de ça, c'est des gens que je rencontre et qui vont m'amener à faire des choses, et ces choses-là qui vont m'amener à faire d'autres choses. Tu vois, par exemple, si j'ai commencé dans le journalisme, c'est parce que j'ai rencontré un mec qui faisait un petit journal qui était entre le fanzine et le magazine parisien, qui s'appelait L'Équerre, qui j'ai sympathisé, et j'ai commencé à écrire dedans. En allant à des conférences de presse et des interviews, j'ai rencontré, d'ailleurs c'était l'interview de René MC, un journaliste qui s'appelle Jacques Matinet, qui est décédé depuis, qui s'occupait de la radio au Matin de Paris. Et donc du coup je suis devenu pigiste puis régulier au Matin de Paris, qui était un grand quotidien de gauche dans les années 80, qui a terminé à la fin des années 80. Et tu vois, à chaque fois en fait qu'il s'est passé quelque chose, que ça soit Rapline, l'affiche ou presque tout, c'est vraiment des questions de rencontre. Donc je te dis encore une fois pas le hasard, mais quand même une forme de... Après certains diront le destin, mais voilà, ça c'est... En tout cas, par exemple, j'ai pas fait d'école de journalisme, je me suis pas dit tiens, je vais faire tel truc pour amener tel autre, tu vois, mais c'est vrai qu'après quand on regarde un itinéraire, on peut se dire ah bah tiens, ouais d'accord, il a sûrement dû penser à ça pour faire ça, mais en fait c'est pas si souvent le cas. Quand je fais quelque chose, je me mets à fond, mais tu vois, pour arriver à certaines situations, c'est souvent tu vois, les rencontres qui font que voilà, ça amène à des trucs qui après deviennent des vrais boulots. Et du coup, comment est-ce qu'est venue ta passion pour le journalisme? Comment est-ce qu'elle est née? Puisque justement tu n'as pas fait d'école, comment est-ce que tu t'es retrouvé à devenir pigiste pour l'AFP, pour commencer? En fait, c'est vraiment la passion. C'est-à-dire que moi je suis curieux d'abord. Donc j'aime la musique, et dans un premier temps, si tu veux, c'est parce que justement j'aimais la musique et ce qui se racontait que j'ai fait des études d'anglais, parce que j'avais envie de comprendre tout ce qui se disait dans les chansons. Enfin, c'était une des motivations en tout cas. Anglais littéraire, tu vois, littérature et tout. Puis après, le journalisme, ça si tu veux, c'était, comment dire... moi, il y a un jour que j'ai jamais oublié, c'est le premier jour, ça va paraître idiot aujourd'hui à l'époque du streaming, mais le premier jour où j'appelle un mec d'une maison de disques, qui s'appelait Nicolas, comme je pigeais déjà un peu, puis je dis, ouais... j'ai vu qu'il y avait l'album alors c'était en fait une compilation qui s'appelait The House Sound of Chicago, c'était tous les premiers sons de la house de Chicago, donc... sur un label américain, et c'était Barclay qui distribuait ça. Je dis ouais, est-ce que je pourrais avoir l'album? Il dit ouais, je t'envoie le maxi en même temps. Et là je reçois chez moi 2 disques que j'aurais achetés et gratuitement. Et là je me dis c'est génial quand même. C'est top. Cette idée d'être dans un business où tu vas d'une part communiquer avec des gens, rencontrer des gens que tu apprécies, et en plus avoir leurs produits gratuits. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour quelqu'un comme moi qui a toujours été, tu vois, passionné justement par l'objet musical autant que par la musique, parce que pour moi la musique c'est quelque chose de physique. C'est pour ça que le streaming c'est très bien, hein, mais enfin bon, moi je suis pas trop dans ce délire-là, parce que pour moi un disque c'est, un CD à plus forte raison, un vinyle, c'est la musique, ça se palpe, tu vois, comme dirait Joey, c'est un truc, j'ai besoin, tu vois, d'avoir ce support-là, de mettre le disque, il y a tout le côté rituel, tu vois, ça peut paraître idiot pour des gens qui passent leur temps à écouter du son sur un truc qui pèse quelques centaines de grammes qui est leur portable et sur une source illimitée de millions de chansons, mais moi j'aime bien, voilà, l'idée d'avoir l'objet, donc tout ça pour dire que c'était quand même important, tu vois, justement, de rentrer dans cet univers-là, et pas par... c'était vraiment par le biais de la musique, pas par le biais du journalisme, au sens, tu vois, école, études, examen, machin, c'était différent. Donc d'abord, toi, tu es un passionné de musique, plutôt que d'être un passionné de journalisme. C'est pas, par exemple, ton ascendance, voilà, avec Marcel Cachin, qui était boss de l'Humanité, voilà, qui t'a mis dans le journalisme. C'est vraiment ton amour pour la musique. Principalement, ouais, c'était la première chose qui m'a amené sur ce terrain-là, ouais. Et pourtant, t'es pas rentré par cette porte d'entrée. T'es rentré d'abord dans l'agence France Presse. Oui, mais alors là, si tu veux, c'était pas... c'est vrai que c'était on va pas dire que c'est pas du journalisme, mais c'était quelque chose qui n'a pas été directement lié. Si tu veux, c'était une façon de goûter à cet univers-là dans une ambiance très très différente de celle d'une rédaction d'un journal, parce que là c'était une grosse machine, il y avait des dépêches qui sortaient, il fallait coller sur des cahiers. C'était une autre époque, c'était avant Internet, avant
même avant l'ordinateur, parce que au milieu des années 80, tu vois, avoir un ordinateur, c'était encore un truc super compliqué et chiant. Il y avait des disquettes molles, les fameux floppy disks. Donc c'était vraiment, il y avait encore vachement de papier, de photocopies, de machines à écrire. Et puis à l'époque, j'écrivais pas. C'était vraiment, j'étais dans le, tu vois, j'étais au desk, mais j'étais pas journaliste. Tu étais pigiste, c'est ça? Voilà, j'étais pas sur le terrain, quoi. Ok. Et du coup, pigiste, donc t'es payé à l'article en quelque sorte. Comment est-ce que tu arrivais à subsister à l'époque, en tant que jeune journaliste? Comment est-ce que ça se passait? Très mal. Très mal. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, à un moment, je me rappelle très bien qu'à un moment, je me suis dit, voilà, maintenant, quand j'ai commencé, tu vois, vraiment à bosser au Matin de Paris, parce que l'équerre, c'était encore, tu vois, c'était payé au lance-pierre. Je me suis dit, voilà, maintenant, je fais que ça. Ok. Je fais plus des petits boulots à côté, tu vois, je fais plus des trucs d'été. Tu faisais quoi à côté? Oh bah, tu sais, j'ai fait des boulots d'été, genre des conneries, tu vois, dans des supermarchés ou des trucs que j'ai fait dans des bureaux, tu vois, de la codification à la Sofres, tu vois, des trucs à la con, quoi, tu fais pour gagner de l'argent. Mais donc, à un moment, je me suis trouvé à être vraiment, à subsister avec des sommes vraiment genre... Là, le temps que... Entre le moment où j'ai décidé de ne faire que ça, et si où vraiment j'ai pu dire je paye mon loyer, ma bouffe et mes loisirs, hors disque évidemment parce que je ne les payais pas, avec mon métier de journaliste, là il a fallu quelques mois où ça a été genre... Je me souviens par exemple que le jour où j'ai eu mon premier gros papier dans le Matin de Paris, j'avais pas assez de thunes pour acheter le magazine le matin. J'étais vraiment genre serré quoi. Tu vois, Bon après je vais pas faire pleurer, hein, j'avais un loyer quand même et tout, tu vois, j'arrivais à vivre. Mais c'est vrai que c'était genre, c'est pas le métier de toutes les façons, à des très rares exceptions près où tu vas vraiment gagner beaucoup d'argent. Tu vois, c'est quand même, si t'es pas passionné, tu vois, que ça soit d'ailleurs les reporters de guerre qui vont risquer leur vie pour des cacahuètes. C'est vrai, ils sont pas bien du payés. monde. J'ai jamais su. Tu me disais, ils doivent être beaucoup payés parce que tu vois, c'est dangereux, il y a le risque, du coup, ils sont un peu défrayés, ils sont un peu indemnisés, mais non, c'est. Non, c'est pour ça que c'est souvent des têtes brûlées ou des mecs qui aiment le danger parce que c'est pas. Tu fais pas ça pour l'argent. Les seuls qui vraiment gagnent beaucoup, ça va être, tu vois, des éditorialistes ou des patrons de presse, tu vois, mais le journalisme moyen, tu vois, c'est comme un métier. Surtout dans la musique, c'est encore pire, où en francs constants ou en euros constants, t'es payé pareil, voire moins qu'à 20 ans, tu vois. C'est-à-dire que les tarifs ont dégringolé, maintenant c'est avec Internet, si tu veux, il est normal de considérer que tu bosses gratuitement. C'est un truc que plein de gens ont intégré, tu vois. Y compris des gens qui sont bien, tu vois. Je vois des gens qui ont bossé à l'ABC du son, au début ils me disaient, c'est bien payé, ouais. Et on n'a pas forcément les moyens pour payer, donc si t'as pas la passion, tu vois, tu y arriveras pas. Et si tu veux être payé, maintenant ça va être vraiment encore plus difficile, tu vois, parce qu'encore une fois, sur Internet, beaucoup travaillent ou pour rien, ou pour des salaires qui sont vraiment pas ceux qui te permettent de vivre, quoi, tu vois. Et du coup, quel souvenir tu gardes de tes 5 premières années en tant que jeune pigiste, journaliste? Est-ce que par exemple, tu n'avais pas un problème de légitimité en te disant, mais écoute, j'ai pas fait d'études de journalisme, comment est-ce que tu as trouvé ta place dans ce milieu? Ah non, pas du tout, parce que déjà si tu veux, j'étais pas sur des... En fait, l'entertainment, que ce soit musique ou cinéma, parce que j'ai aussi je faisais pas mal de cinéma au Matin de Paris, c'est des trucs qui n'ont pas les mêmes, comment dire, ce qu'il faut c'est savoir écrire et connaître son sujet, mais tu vois, t'as pas les mêmes enjeux que par exemple si t'es en politique, tu vois. Si tu retranscris une interview politique en arrangeant les choses ou en te trompant sur des trucs, ça a plus d'incidence, tu vois. C'est la musique, bon, tu vois, ça fait rigoler. Donc du coup, t'as pas de pression. Et puis de toutes les façons, c'était déjà des milieux que je connaissais vachement bien, tu vois, puisque moi j'ai toujours une approche de toute façon, je m'en suis aperçu après, mais assez journalistique de ma démarche d'amateur de musique, parce que tu vois, je lis les pochettes, je regarde qui a produit quoi, qui a écrit, quelles sont les paroles, tiens un tel il a bossé avec machin, donc du coup ça me donne envie d'écouter des disques de trucs, tu vois, donc t'as tout ce côté un petit peu, voilà, qui fait que quand je suis arrivé à écrire, tu vois, comme j'avais quand même une plume et que je savais écrire, vu qu'en plus j'avais fait des études littéraires, tu vois. Du coup, c'était assez, tu vois, c'était pas vraiment un problème. Et même, j'avais souvent des informations qui étaient plus complètes que d'autres, tu vois, qui recevaient les trucs et qui n'étaient pas forcément, tu vois, des journalistes culture dans des journaux, tu vois, qui vont donc des fois être là pour s'occuper d'un peu tout, tu vois, musique, théâtre, cinéma, tu vois, bon, quand ils reçoivent un disque, ils savent pas forcément ce que c'est, donc ils vont avoir la bio qui va avec, bricoler un truc, mais tu sais, des fois, quand tu lis des articles, tu dis, ah tiens, on voit bien que le mec, c'est pas son terrain, tu vois, il a écouté, il donnait son avis, mais tu vois, c'est pas forcément son terrain privilégié, quoi. Des fois, ça se voit. Ouais. Et comment est-ce que tu as fait pour devenir cette personnalité à qui on envoie les CD? Comment est-ce que tu t'es fait ton nom dans l'entertainment? Tu vois, à partir du moment où tu es affilié à un titre,
moi ça a été d'abord le Matin de Paris, tu vois, pendant 2 ans et demi, avant que ça ferme. Bah, de toute façon, tu es attaché à une rédaction, donc ça veut dire que les gens, ils disent, bah voilà, s'il y a besoin de parler de musique, là, ils ont des listes de noms, ces attachés de presse, avec les responsables de rubriques. Et puis il dit, bah voilà, le Matin de Paris, Olivier Cachin, bah, on va lui envoyer les disques, les invitations, et puis on va après le rappeler pour dire, t'as bien reçu, non, je l'ai mal reçu, est-ce que tu veux venir voir tel concert, est-ce que t'es ok pour faire l'interview de machin à Milan, à Rome, à Paris, ou aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus qu'aujourd'hui des voyages de presse, tu vois, la musique c'était quelque chose qui était plus considéré, qui rapportait plus d'argent que maintenant. Quand tu vois aujourd'hui, on a beau dire oui, le streaming ça marche et tout, mais enfin bon, j'ai vu des chiffres, je sais pas si c'est vrai, mais enfin bon, en gros, le marché du disque en France, c'est l'équivalent de ce que rapporte un gros supermarché dans l'année. Wow. Tu vois, quand tu vois ce genre de chiffres, tu te dis ah ouais, là c'est pas, on n'est pas sur le même terrain qu'Auchan hein, quand on est même chez Universal, tu vois. Donc c'est quand même, et à l'époque c'était plus, tu vois, il y avait plus quand même d'argent et c'était des plus gros enjeux. Et puis surtout il y avait plus d'argent aussi pour la promotion. Aujourd'hui la promotion elle est censée se faire à travers Internet et les réseaux sociaux des artistes. À l'époque, tu avais des maisons de disques qui avaient des budgets pub et qui claquaient, tu vois. On t'envoyait les maxi, on t'envoyait et puis on t'envoyait à l'étranger surtout, tu vois. Moi j'ai été plein de fois aux États-Unis, même au Pakistan, tu vois, pour voir des artistes, interviewer des gens, voir des concerts, tu vois, c'est jusqu'à l'absurde. Hein. Pour moi l'exemple le plus marrant, c'est quand j'avais été voir, c'était à, tu te rappelles le film sur la vie de Tina Turner avec Angela Bassett. Voilà, absolument. Et ben pour la sortie du film, on a été invité, donc il y avait 7 journalistes, 7 ou 8. On a été à New York pour voir le concert de Tina Turner et la projo du film. Il n'y avait même pas d'interview. Hein. C'était juste vraiment, c'était en gros genre, on vous invite pour 3 jours à New York, c'est la fête. D'ailleurs, ils étaient venus à 8 à la maison de disques, tu vois, donc on était une quinzaine. Ça aujourd'hui, pour envoyer 8 personnes à New York, on dirait attends t'es gentil, mais là c'est quoi la couverture en 3D, plus l'ouverture du JT de France 2, tu vois, c'est impossible parce qu'il y a plus ces budgets et plus ces ambitions-là. Donc ça a vachement changé quand même. Et à l'époque, je te dis, en tant que journaliste, ce qui est marrant, c'est que donc tu étais choyé, tu vois, tu étais considéré parce que ton écrit comptait vachement dans la promotion de l'artiste. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, les journalistes qui étaient un peu plus vieux que moi, tu vois, disaient déjà « Ah non, mais c'est fini, à l'époque, on avait des limousines, tu vois, parce que déjà, moi, j'étais là, genre, wow, c'est dingue, tu vois, on a quand même un truc super. » Et les anciens disaient « Non, non, mais avant, tu vois, t'aurais vu encore les buffets qu'il y a. » Bah oui, ta génération. Bah oui, faire les années 70, tu vois, c'était carrément, là, c'était, tu vois, genre... tu vois, limite, s'il facturait pas les putes en notes de frais, quoi, tu vois. C'est trop bien. Enfin, bon... En tout cas, c'était tu vois, beaucoup plus encore luxe, tu vois, genre, parce que encore une fois, les années 70, c'est aussi les années de la dinguerie, tu vois. Donc tous ceux qui ont vécu ça en tant que journaliste, et puis tu avais un accès aussi aux artistes, jusque dans les années 90, qui était vachement plus important, tu vois. Tu vois, des interviews d'1 heure, 1 heure et demie, c'était normal. Et pareil, les anciens disaient, ah mais non, mais nous, on restait 2 jours avec le mec, tu vois. Aujourd'hui, t'as 20 minutes, tu vois, t'es déjà content. Et t'es à la chaîne en plus. En plus, voilà. C'est fou. Mais du coup, quel souvenir tu gardes? Quel est le premier souvenir que tu gardes de tes rencontres avec les artistes? Par exemple, la première interview que tu as fait qui t'a marqué? Bah, disons la première qui m'a... Pas la première que j'ai faite, mais une de celles qui m'a vraiment marqué parce que c'est la première que j'ai faite pour le Matin de Paris. C'était en 86. Je connaissais déjà quelques attachés de presse, dont une nana qui était chez Warner à l'époque. Et elle me dit, est-ce que ça t'intéresse d'interviewer Little Richard? Je dis, ah ouais, carrément, super. Alors elle me dit, bah écoute, le truc c'est que ouais, alors moi c'est bon, c'est à Londres, je peux t'avoir un créneau et par contre on peut pas te payer le billet de train, parce qu'il n'y avait pas l'avion, le billet d'avion parce qu'il n'y avait pas le train, il n'y avait pas encore l'Eurostar. Donc j'ai payé mon billet de train, c'était l'Eurostar à l'époque, j'ai pris le bus, tu vois, pour y aller, à mes frais, avec une nuit d'hôtel, et j'ai fait l'interview de Little Richard à Londres, qui était très marrant, très flamboyant, très fidèle à lui-même. Hein, ah oui, voilà. Qui me dit en partant, genre, fais pas de bêtises ce soir, hein, comme petit. Ah ouais, c'était trop drôle, quoi, tu vois, il était vraiment genre gay queen total. Et puis, et donc j'ai fait l'article pour le Matin de Paris et c'est paru, ça s'appelait Pardon mon Dieu, je suis Little Richard, une grosse interview, 3-4 feuillets, tu vois. Et là j'étais super content parce que là, tu vois, en plus si tu veux, c'est marrant parce qu'à l'époque c'était un truc que je disais souvent, aujourd'hui ça fait très con, mais tu vois l'idée de t'écrire un article en fin d'après-midi, 5 heures, on te l'arrache littéralement de la machine à écrire pour aller le mettre à l'imprimerie et le lendemain matin c'est dans tous les kiosques de France. C'est fou. Ouais, c'est fou à l'époque parce qu'aujourd'hui tu dis c'est un mec internet, il dit oui bah moi tu sais d'écrire un truc et en 30 secondes c'est à Hong Kong. Tu vois, tel quel, avec les photos aussi il faut, même 10 pages, tu vois. Donc, mais à l'époque c'était un truc, tu vois, la presse quotidienne, ce côté genre instantané, tu vois. À l'époque tu étais soit dans un hebdo, soit dans un mensuel.
Et puis les quotidiens, voilà, où là tu avais effectivement ce côté rapidité de l'écriture et du rendu, quoi. C'était assez marrant. J'aimerais qu'on parle un peu du moment où tu as commencé à créer l'affiche, donc tu es passé un peu d'être un journaliste dans une boîte, entre guillemets, et après tu as créé l'affiche. Comment est-ce que s'est fait la transition? En fait, l'affiche, si tu veux, là aussi, c'est une histoire complètement... Déjà, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle l'affiche? Ouais, je sais. Si, parce que c'était des affiches qui devaient être... C'était interdit de coller des affiches à voilà. un moment et après... Et donc, ils se sont dit, on va le mettre dans un magazine qui va s'appeler l'affiche. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé, effectivement, ce que j'ai dit, c'est justement... Là, j'ai amené un point de vue journalistique dans le sens où, tu vois, Franck et Daniel, qui étaient les deux fondateurs financiers du truc, pour eux, c'était genre, ouais, bon, bah voilà, on met des pubs, on met quelques photos. Moi, je dis non, amusons-nous, faisons un truc, tu vois, où on va s'éclater, où on va parler d'artistes, on va en profiter justement pour les rencontrer, tu vois, pour faire un vrai journal, quoi, tu vois, parce que c'est quand même... alors, c'est super excitant, mais c'est super compliqué aussi. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut de l'argent. Au début, l'argent, on l'a eu grâce aux cigarettes, parce qu'ils prenaient les quatrièmes de couve. Quand ça a été interdit la pub de cigarettes, on est devenu payant. Sauf que quand tu es payant, faut vendre. Et puis au début, tu dis, ouais, on va tirer à 40 000 exemplaires. Mais quand on sortait juste du format gratuit sur Paris, tu vois. Et puis quand sur les 40 000 que tu mets en vente, on t'en 35 000 qui sont pas vendus, tu vas te dire, ah d'accord, on va peut-être un peu ajuster les choses. Il n'y avait pas encore de Facebook Ad à l'époque et de... Bah oui, et puis c'était surtout, je veux dire, la réputation d'un journal, tu vois, ça se construit. Après, on est effectivement arrivé à vendre 40 000 exemplaires à la période fin des années 90, tu vois, 96-97, là on était vraiment les rois du pétrole, ça cartonnait, ça vendait super bien, tu vois. Le plus gros numéro, on a vendu 40, 45 000, tu vois. Donc là, on les a fait, mais ça, c'était au bout de 10 ans. Tu vois. Au début, tu fais un truc et tu te dis... Moi, je me rappelle, Franck, il me disait, bon, on le fait, puis si au bout de 3 numéros, ça marche pas, on arrête. Sauf que, évidemment, au bout de 3 numéros, ça marche pas, mais évidemment, t'arrêtes pas parce que t'es pris dans le délire, tu vois. T'es là, genre, ouais, mais on va faire mieux, on peut faire autrement, tac, tac, on peut faire ça. Moi, j'ai amené ce côté, justement... dire voilà, on va en faire un journal urbain. On va parler, le terme urbain n'existait pas encore forcément, mais tu vois, les autres musiques, c'était une astuce pour dire on va parler du rap, on va parler du funk, on va parler de la soul, du reggae. Les autres musiques, c'est les musiques dont on ne parle pas ou dont on parle mal ailleurs. Tu vois. Donc autre chose que ce que tu pouvais voir dans Rock et Folk, Best, Rolling Stone, tous les journaux qu'il pouvait y avoir. Mais comment est-ce que tu as fait, comment est-ce que vous avez fait avec Franck pour faire grandir le journal, pour le faire passer d'un journal acheté à un journal acheté justement, et passer du gratuit au payant? C'est du travail et puis des coûts, tu vois, c'est-à-dire que tu réussis à déjà atteindre. L'avantage qu'on a eu, c'est que pendant des années, on était tout seul sur le terrain, parce que personne ne parlait, tu vois. Best, par exemple, avait fait un numéro hors série, genre rap, avec une couverture avec des faux tags et tout, tu vois, en se disant genre, bon voilà, c'est bon, on a fait 80 pages sur le sujet, maintenant ils vont nous foutre la paix. Mais nous, on était à fond dans le truc, et puis, donc, le journal a grandi en même temps que ce mouvement, tu vois. On était là quand Public Enemy est arrivé en 87 pour la première fois, tu vois, on commençait tout juste, tu vois, quand il y a eu les fameux concerts au Zénith, les deux Zéniths en 90, tu vois, on était là, le reporter sur le terrain, tu vois, donc cette musique grandissait et l'affiche grandissait en même temps, tu vois. Et puis le rap français est arrivé en 90, tu vois, avec ATM, toutes les histoires, les scandales, IAM, on a fait des coups sur eux, tu vois, du coup, tous ceux qui parlaient de hip-hop, tu vois, allaient en parler de façon... évidente de l'affiche, puisque c'était là où il y avait, tu vois, régulièrement des infos dessus. Et puis moi, quand j'ai fait Rapline en 90, tu vois, il y a eu aussi cette espèce de, tu vois, il y avait des vases communicants. Moi, je parlais de l'affiche, les interviews que je pouvais avoir pour Rapline, boum, je pouvais les mettre dans l'affiche aussi, tu vois. J'aurais pas forcément eu, tu vois, le voyage pour aller voir Kid Frost à Los Angeles pour l'affiche, mais ça s'est retrouvé dans l'affiche parce que je l'ai eu pour faire filmer un reportage pour Rapline. Donc, tout ça a fait que petit à petit, au fil des ans, on s'est imposé comme, d'une part comme un vrai magazine, ça c'était relativement rapide, et puis comme un magazine qui comptait, où les maisons de disques prenaient de la pub, et se disaient, tu vois, à l'époque, pour un groupe, réussir, c'était être en coupe de l'affiche. Wow. Tu vois, aujourd'hui, c'est faire 1 million de clics en 24 heures, tu vois, mais à l'époque, c'était ça le truc. Et être en coupe de l'affiche, c'était un truc super important. Tu vois. Wow. En parlant de musique, etc., je voudrais que tu me parles du jour où tu as entendu de messages de The Grandmaster Flash and the Furious Five. Ah, ma révélation mystique. Ouais, je voudrais que tu m'en parles un peu. Si tu veux, en fait, j'avais commencé à m'intéresser à la musique noire américaine à travers les vidéos qu'on avait vues dans Sex Machine. Okay. Si tu veux, pour faire un petit flashback avant,
moi j'ai commencé à m'intéresser à la musique avec le punk, la new wave, tu vois, dans les années 77, 78, 79. Et j'aimais tout en détestant, tu vois, des trucs genre Saturday Night Fever ou les Jackson, tu vois, parce que à la fois tu vois, c'est nul, c'est de la merde, c'est commercial. Du bubblegum, c'est ça pour toi? C'était de la musique bubblegum, comme disait. Non, c'était commercial, c'était du disco, tu vois, c'est le truc qu'il fallait pas écouter. Et en même temps, tu sais, t'avais un truc genre, ouais, mais quand même, c'est super bien fait, tu vois, c'était là, ouais, mais c'est nul. Et elle sonnait cette BO. Voilà, c'est. Donc tu vois, t'as ce côté. Et puis là où ça a vraiment switché, c'est quand t'arrives, tu vois, sur Sex Machine avec Manœuvre et Dionnet, tu vois les clips de Rick James, de George Clinton, de Parlement de Funkadelic. Là, tu fais, waouh, c'est dingue ce truc. J'avais commencé à apprécier ça, tu vois. Et puis, j'étais un peu passé à côté de Rapper's Delight que j'avais entendu, mais plus comme un tube disco que comme un morceau de rap. Tu vois, c'était les prémices du truc, mais là, il n'y avait pas vraiment un mouvement derrière. Il y avait Curtis Blow, quelques trucs. Mais avec The Message, si tu veux, là, c'est un truc. Alors déjà, au début, je connaissais pas les visages, puisque c'était des maxi qu'il y avait à la Fnac, il n'y avait pas de pochette, tu vois. C'est des pochettes génériques, comme on dit. Et là, et là, je l'ai encore d'ailleurs dans mon maxi de l'époque, tu vois, j'ai retranscrit toutes les paroles à la main, tu vois, et à l'oreille, en remettant le disque à chaque fois, parce que je voulais absolument, tu vois, c'était un truc, tu voyais bien que le mec, c'était pas Baby I Love You, Goulou, tu vois, il y avait une histoire, il y avait des images, tu vois, il y avait un truc qui était vraiment... La musique était extraterrestre, tu vois. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, tu sais, moi je lisais des trucs, mais il y avait très peu d'informations sur ce moment. Donc tu lis, genre, voilà, le rap, c'est une musique faite par des DJ new-yorkais qui scratchent des disques. Et quand tu écoutes The Message, il n'y a pas de scratch, il n'y a pas de DJ. Flash, il fait rien, tu vois. Donc j'étais, alors ça, c'est donc des disques, mais bon, je sais pas comment, tu vois. C'est une espèce de mystère, tu vois, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu essaies d'assembler les bouts, tu vois. Puis après, quand il y a eu The Adventures of Grandmaster Flash and the Wheels of Steel, là d'accord, là je comprends. Quand tu as eu tout le projet. Ouais. Voilà, là t'entends un mec qui est flash, parce que c'est une démonstration de DJing. Là tu comprends, ok, il passe des disques, il scratch, d'accord. Mais The Message, donc c'était une musique qui était jouée par des musiciens qui étaient des brutes. En plus, c'était Doug Wimbish, Keith Leblanc et Skip McDonald qui étaient la rythmique et la guitare, tu vois, qu'on jouait sur plein de disques de Sugar Hill, pour certains pas. Donc je dis, moi cette histoire qui racontait ces récits urbains, ce truc super avec cette voix qui te prenait. Là, je me suis dit, voilà, là, ça c'est un truc, ça m'intéresse. Et puis, malheureusement, si tu veux, c'était très facile de s'intéresser à tout le rap africain, parce qu'à l'époque, donc après je retourne à la Fnac, puis j'ai acheté tous les disques avec marqué Sugar Hill, mais t'en avais 4 ou 5, tu vois. Il y avait très très peu de production discographique. C'était une époque où on commençait tout juste à envisager que le rap pouvait être une musique d'album. Parce que dans un premier temps, c'est une musique de maxi. Ouais. C'est Curtis Blow qui va être le premier à sortir un album en 81, je crois. Mais tu vois, d'ailleurs, l'album, tu vois bien, il est tout pourri. Tu sens qu'ils ont fait exprès, ils ont mis un espèce de slow à la fin pour faire style, tu vois, genre encore les genres. Genre la version extended du truc, tu vois, tu sens qu'on gratte un peu pour faire un album, mais ils ont pas de quoi, tu vois. Et puis après, avec Flash, tu vois, justement, là, il y a eu, tu vois, l'album de Message, il y avait It's Nasty, Scorpio, les morceaux qui commençaient à tenir la route. Et donc là, ça a été vraiment, j'ai ouvert une porte que j'avais jamais refermée depuis, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a touché dans The Message? Il y a l'histoire, donc les paroles qui sont les paroles. Je sais que toi, tu es quelqu'un qui aime beaucoup les paroles, qui prend les livrets, qui regarde, c'est les paroles, c'est l'instrumental et tout ça. Après avoir écouté tout ça, tu t'es dit, je me spécialise en hip-hop ou comment est-ce que ça s'est passé? Non, je me suis jamais dit je me spécialise en hip-hop, mais je savais que ça allait être un truc qui allait m'intéresser parce que si tu veux, moi, ce qui m'a toujours surpris dans le métier des journalistes de l'époque et tout, c'est que, tu vois, je me dis, alors attends, c'est des gens donc, qui ont vécu, tu vois, pour certains, les origines du rock, enfin peut-être pas, enfin en tout cas les années 70, tu vois, quand c'était vraiment la musique dominante, avec tu vois, des musiciens qui étaient ouf, qui faisaient des trucs de dingue, tu vois, que ça soit des orgies, des fêtes, des dingueries, des disques qu'ils enregistraient pendant des mois dans des studios incroyables, qui prenaient des tonnes de drogue et tout, qui avaient des vies qui étaient incroyables, pour faire des disques incroyables. Et là, avec le rap, on retrouvait ça. Des mecs qui avaient des vies, tu vois, insensées, qui racontaient leurs histoires et leurs quartiers. Je me dis, forcément, ça va les passionner. Et en fait, non. Tout le monde était un peu, tu vois, genre, oui, bon, c'est une mode, de toute façon, ils chantent pas vraiment. On s'en fout, c'est des noirs, tu vois, parce que t'avais quand même ça un peu derrière aussi, genre c'est pas, puis c'est des noirs, genre c'est pas comme Marvin Gaye, ça, eux, c'est des grands artistes, mais là eux c'est vraiment genre c'est bon, puis c'est une mode, hein, ça va durer 6 mois, donc ce truc-là a été quand même très tenace, tu vois, ce mépris au mieux, tu vois, de cette culture, donc du coup, moi j'étais là, mais comment ça se fait, tu vois, pendant très longtemps j'ai été tout seul, tu vois, pour parler de ces musiques-là.
D'ailleurs, certains m'ont reproché à l'époque, ouais, mais tu trustes le truc, tu vois, parce qu'avant Skyrock, avant Radical, RER, Groove, etc., l'affiche Rapline, tu vois, on était les seuls. Donc moi, j'étais le seul, tu vois, on me disait, ouais, mais toi, tu trustes le truc. Mais moi, je demande qu'à avoir d'autres gens derrière, mais appelez-les, faites-les venir, les vrais, les authentiques, les je ne sais quoi, parce que moi, je vais pas dire, ah bah oui, parce que je suis tout seul, je vais me retirer, laisser des autres, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant parce que plein de gens, quand Rapline s'est arrêté, se sont dit, ah, enfin, il va y avoir la place pour les vrais maintenant. Et comme il n'y a rien eu, c'est là, ah mais en fait, tu sais, il y a des gens, ils croient que c'est une espèce de comment dire, non mais c'est obligatoire, tu vois, genre ils aiment une musique, donc il va y avoir des gens qui vont en parler, mais rien n'est obligatoire, clairement. Pas besoin d'avoir une émission sur le rap, hein. D'ailleurs les télés s'en foutent complètement, hein. Donc si tu veux, moi, et là je vais reprendre un terme que j'ai souvent utilisé, je me suis souvent vu comme un touriste culturel, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu avoir justement cette légitimité, tu vois, t'as les mecs qui se sont inventés des vies, tu vois, qui ont mis des casquettes à l'envers, qui ont fait des yo. Moi, tu vois, c'était toi-même. Bah, oui, parce que je pouvais pas, tu vois. D'abord, moi, m'habiller sport, ça me dégoûte. Tu vois, j'ai toujours détesté le sport. Donc, j'avais pas commencé à mettre une casquette et des pantalons de survêtement parce que j'écoutais du rap. Tu vois, c'était absurde. D'autant que, si tu veux, j'ai jamais arrêté d'écouter d'autres musiques que le hip-hop, tu vois, ou le funk. Tu vois, j'ai toujours eu des goûts qui incorporaient toujours. Tu vois, j'ai toujours apprécié la new wave et encore aujourd'hui, tu vois, je vais écouter aussi des musiques électroniques, des trucs issus du rock. Tu vois, je suis pas j'ai toujours trouvé ça très triste et très français d'ailleurs, des gens qui disent moi je vis rap, je dors rap, ma vie c'est le rap, tu vois, genre, même les rappeurs c'est les premiers, tu vois, la première fois que tu rencontres un mec qui dit moi j'adore Dolly Parton, tu vois, t'es là genre ah bon, ouais, Johnny Cash magnifique, tu vois, nature quoi, tu vois, parce que c'est normal aussi à un moment, si tu vis une musique tu vas pas forcément écouter que ça, c'est très français le côté religieux, tu sais, genre moine soldat dans le rap, et que tu soutiens, et ça c'est un truc qui m'a toujours aussi déplu, c'est soutenir un mouvement ou un genre dans son ensemble parce que c'est du rap ou du rock, tu vois. Surtout maintenant, il y a du rap pourri, tu vois, très mauvais. Et soyons libres de le dire. Bah oui, enfin ça c'est encore autre chose, c'est très compliqué. Mais si tu veux, l'idée de dire c'est bien parce que c'est du rap, moi j'ai jamais été, tu vois. Alors c'est vrai que, pour me contredire si tu veux, à un certain moment de l'histoire, notamment du rap américain, c'était possible dans le sens où il y avait une production qui était incroyable, tu vois, pratiquement tout ce qui sortait, c'était du classique, c'était super bien fait. Puis évidemment, à un moment, quand un mouvement commence à atteindre une certaine notoriété, ça s'élargit et tu as forcément des opportunistes, des producteurs qui veulent faire des thunes. Et là, tu vas avoir aussi, ou des artistes, tu vois, de moindre niveau. Et là, ça va devenir un peu plus compliqué de dire tout est bien. Mais à un moment, c'est vrai que, tu vois, l'époque d'Eric B. Rakim, Big Daddy Kane, Hijack, Beastie Boys, Public Enemy, tu vois, t'avais que des trucs qui sortaient, tu disais, waouh, tu vois. T'avais pas vraiment beaucoup de mauvais disques, t'avais des trucs moins bons, mais puis à un moment, bon, ça a commencé à se démocratiser, donc à se diluer avec d'autres rappeurs et groupes de moindre qualité. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 juillet 1990 ? Le concert d'Ayam, C'était la première de Rapline. Ah, c'était ça. Ouais, bah, alors. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience un peu ? Ah oui, bah c'était marrant parce que si tu veux, en fait, moi j'étais déjà. C'était la 6, donc M6, qui était une toute nouvelle chaîne qui venait d'être créée il y a 2 ans. Moi j'y bossais déjà, je faisais des sujets en fait dans une émission qui s'appelait Avec ou sans rock. C'était une émission, tu vois, c'était Roxane qui présentait, qui a bossé par la suite avec Culture Pub et plein d'autres médias. Une française avec un accent américain, une brune aux cheveux courts. Donc il y avait plein de sujets qui étaient tournés par des divers journalistes, dont moi. Donc j'avais fait pas mal de sujets, tu vois. Donc tu vas faire les interviews, tu montes le sujet, tu fais la voix off. Donc j'étais déjà dans la chaîne. Et à l'époque, ils disaient cette nouvelle musique, là, la musique black américaine, ça marche bien, donc le rap, tout ça. Ils faisaient, ça s'appelait Boulevard des clips, c'était des programmations thématiques. Et je crois que c'était le vendredi et le samedi, il y avait donc tous ces clips-là, tu vois, le rap ou les trucs un peu funky, blackos, quoi, tu vois. Ça marchait bien, donc je me suis dit, tiens, on va faire une émission d'été où on va passer ces trucs-là. Avec une petite noire sympa et sexy qui va présenter, on fait ça pendant l'été. Comme on est une chaîne censée être un peu musicale, parce que c'était en fait à l'époque, il faut savoir que M6 sur la foi d'un dossier qui disait que c'était une chaîne généraliste à forte coloration musicale. Donc ils devaient, de par leur cahier des charges, faire beaucoup de musique. Ça s'est beaucoup dilué comme tu as remarqué par la suite, mais à l'époque c'était ça. Donc ils disent on va faire une émission d'été pour 2 mois, on passe les clips, un mec, une petite nana elle est présente, tac tac boum boum.
Sauf que la petite nana, il la trouve pas. On fait des essais avec Lady V qui est décédée, qui était la copine de Kouchen, voilà, qui fait quelques plateaux, mais ça fonctionne pas bien. Puis moi, je dis non, mais moi ça me branche, on pourrait faire un truc. Et déjà, j'arrive en disant ouais, faudrait qu'on tourne des sujets. Là, on me dit t'emballe pas. Pour l'instant, c'est des clips. Je dis bon, bah, alors, au moins, ce qu'on peut faire, c'est on va sous-titrer les clips parce que comme ça, là, le côté valeur ajoutée toujours. On va savoir ce qu'ils disent et tout. Super. Donc ils disent bon bah d'accord, et à l'époque si tu veux c'était vraiment, c'est même pas que c'était un petit budget, c'est que c'était zéro budget. C'est-à-dire qu'en fait il y avait une machine qui s'appelait la Beta Carte, qui était une espèce de grosse boîte dans laquelle on mettait des cassettes, parce qu'à l'époque c'était avant le digital, on mettait des cassettes Betamax. Donc on tournait des plateaux, tu vois, donc je faisais mon premier plateau, bonjour, bienvenue sur un plat, aujourd'hui nous allons voir, tu vois, ok, stop, ça faisait une cassette, après il y avait le clip, ensuite un autre plateau, un autre clip, il y avait 12, une douzaine de fentes, et puis après la machine lisait automatiquement les cassettes une après les autres. C'était même pas, comme ça il n'y avait pas de montage, tu vois. C'était carrément genre, voilà. Donc c'était vraiment, mais c'était la préhistoire de la télé. C'est pour ça que ça fait succinct un peu quand. Ah ouais, c'était genre vraiment les tout premiers. Alors après, alors ça a duré comme ça, donc on a enregistré les premières émissions. Ça devait durer tout l'été. À la rentrée, on dit bon, bah, on va continuer un peu. Comme on a eu de la presse, parce qu'évidemment, pendant l'été, déjà d'une part, il n'y a pas beaucoup d'actualité culture. En plus, c'était une musique qui commençait à monter. On commençait à parler de MC Hammer, on commençait à parler de Public Enemy, de tout ça. Donc dès qu'il y avait un article dans un journal quelconque, c'était toujours lié à Rap Live, dire ah oui, sur cette nouvelle émission sur la 6, M6 mise sur le rap. Yo, wow. M6 fait du rap, tu vois. C'est comme ça que a commencé la première émission en plus avec un yo. Ah bah ouais, c'était le truc. Et donc si tu veux, du coup, ils se sont dit bon bah c'est bien, ça coûte pas cher, ça mange pas de pain et ça fait pas de miettes, bah alors écoute, allons-y. Et donc on a été prolongé de septembre à décembre. Parce que c'est par saison, et après en décembre, bon bah on va continuer de janvier à juin. Et puis ensuite en juin on va refaire des remixes pour l'été. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite pendant 3 ans et demi. Wow. Avec à chaque fois tous les 6 mois. Non mais ils vont arrêter, ils vont nous virer, oh putain, tu vois, avec quelques coups de chaud pendant la guerre du Golfe notamment, parce qu'à un moment on avait un fond, on avait des décors incrustés. Et un des réels qui faisait des montages qui prenaient plein d'images et tout, tu vois. Il y avait un décor avec des masques à gaz, tu vois. Et là, il y a quelqu'un de la chaîne qui fait non mais attendez, là vous arrêtez tout de suite, là sinon ça va pas le faire. Ouais, tu vois, il était en panique, quoi, tu vois, genre oh là là. Et puis finalement, bah écoute, on a changé le fond, mais tu vois, voilà. Mais il faut savoir un truc, si tu veux, pour terminer sur le sujet, c'est qu'en fait, c'est même pas que M6 pariait sur le rap ou quoi que ce soit, c'est que pour eux c'était un truc qui était vraiment genre une espèce d'excroissance bizarre très tard le soir, d'abord le samedi, puis le vendredi, puis le mardi, on a changé 3 fois de jour, mais si tu veux ça coûtait rien. C'était une époque où la télé d'après minuit, c'était ce qu'il y avait à la place de la Mire, tu sais, c'était tard le soir, voilà, donc là il n'y avait pas de pub qui payait, tu vois, je me rappelle à l'époque c'était genre 5000 francs pour 1 minute ou 30 secondes de pub, tu vois, on parle de moins de 800 € pour passer sur M6. Ouais. C'était notre époque, donc du coup il n'y avait pas d'enjeu ni publicitaire ni financier, ça coûtait pas cher, ça rentrait dans le cahier des charges de il faut qu'on fasse des émissions musicales, ils étaient très contents, tu vois. Le seul moment où on a un problème c'est qu'ils ont dit on va arrêter Rap Live Hebdo, ça va être tous les 15 jours. Pourquoi merci. Je dis bah oui, pourquoi? Elle fait parce que là on a regardé là pour les quotas, là avec les Américains, là il y en a trop. Alors, attendez, et si on reste hebdomadaire, mais on fait une semaine Rap Live français et une semaine américain. T'es venu avec cette idée là? Ouais, direct, parce que le mec disait, alors le mec j'en réponds à quelqu'un, il fait ouais ok, ça peut marcher. Donc du coup c'est comme ça qu'on a fait une semaine française, une semaine américaine, pour avoir les quotas, parce qu'ils avaient, tu sais, il y a plein d'obligations, et dans les obligations c'était tant de pourcents de création française ou de musique française, et comme il y avait beaucoup d'Américains, mais tu vois, c'est tombé un moment où le rap français commençait à se développer, donc on avait déjà filmé pas mal de groupes, fait d'interviews. Bon, je te cacherai pas que du coup à l'époque il y a quelques clips français qu'on a repassé plusieurs fois dans l'émission. Pour les quotas. Non, pas pour les quotas, parce qu'à l'époque tu pouvais pas. Passer le matos. Tu pouvais pas filmer 3 groupes de rap français par semaine, ça n'existait pas. Ça m'intéresse. Comment est-ce que tu préparais ces émissions? Il y avait les groupes qu'on connaissait, qu'on avait rencontrés, qu'on avait déjà interviewés plusieurs fois. Tu vois, les IAM, NTM, les Solar, le Possi 501, tout ça. Et puis il y a tout ce qu'on recevait aussi comme cassette, tu vois, parce que évidemment, tous ceux qui prétendaient faire du rap à l'époque, donc dans les années 90, donc au tout début du truc, juste après Rap Attitude,
ils faisaient des cassettes et ils les envoyaient à Rapline, tu vois, parce que c'était avec le rêve de genre un jour on va passer. Alors ça a donné des trucs qui étaient parfois intéressants, et puis des fois des trucs, tu fais oh là là, mon Dieu. Il y en a peu qui sont restés, comme quand on revoit les émissions de Rapline, il y en a plein que tu te dis, mais c'était qui lui, qu'est-ce qu'il est devenu, ou même il y a des choses qui n'ont pas très bien vieilli. Ah bah bien sûr, parce que c'était de l'artisanat, tout ce qui animait les gens, c'était la passion, tu vois, du truc, mais effectivement pour un Hayam, tu vois, qui était super doué, qui avait déjà un univers et une image et un son, t'en as plein qui faisaient ça parce qu'ils avaient les Américains, alors ils copiaient un tel et un tel, tu vois. Ils avaient des noms improbables, tu vois, il y en avait un, c'était le Yep qui huppe possible, c'était le possible. Le comment ? Le Yep qui huppe, le pied qui pue. Okay. Tu vois, je me rappelle ça parce que j'étais là genre mon Dieu, et t'écoutes faire oh mon Dieu, c'était très très mauvais. Et puis des trucs, tu vois, les BSK qu'on avait été filmés, c'est pas ce qu'on a filmé de mieux, mais en même temps les mecs ils avaient un vrai truc, tu vois, ils étaient voilà, fallait trouver. Et puis voilà, fallait donc essayer de repérer. En fait, on était presque comme des producteurs, comme une maison de disques, dans le sens où on recevait aussi des trucs. D'ailleurs, beaucoup de gens à l'époque nous disaient, mais pourquoi vous n'avez pas fait un label et tout ? Clairement. Ouais, on aurait pu. Mais bon, pour ça, il faut aussi être un peu financier, businessman, et ça, j'ai jamais su faire. T'as jamais su faire ? Comment est-ce que tu as géré du coup toute ta carrière jusqu'à présent si tu n'as pas forcément cet aspect commercial, vente et tout ? J'ai une chance énorme que n'ont pas 90% des gens qui bossent, et je fais ce qui me plaît. Dans un métier qui me plaît, et dans un univers dans ce métier-là qui m'intéresse, tu vois. Donc c'est super. Mais c'est vrai que si j'avais voulu faire de l'argent, plus d'argent, il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais dû faire, ou que j'aurais pas dû faire peut-être. Tu penses à quoi ? Je te dis, monter un label, faire une société d'édition discographique, tu vois, de prendre des parts dans divers trucs, plein de choses, tu vois, mais... Quand tu sais pas faire et que t'as pas spécialement, tu vois, le goût pour ça, même en télé, tu vois, si j'avais voulu continuer à faire de la télé, tu vois, j'aurais dû faire d'autres émissions autrement, tu vois. Mais je me vois pas non plus. Ou t'aurais pu racheter le catalogue des Beatles. Par exemple. Ça, mais c'est pas facile. Il aurait fallu que je fasse quelques centaines d'années de Rapline pour me le payer. Ouais. Pourquoi ça s'est arrêté Rapline ? Parce que on m'a dit écoute c'est super, voilà, t'as de la chance parce qu'en fait maintenant au lieu d'avoir ton émission de clochard au milieu de la nuit le samedi soir, on va te donner une émission d'actualité musicale et de nouveautés le mercredi après-midi à 18h. Ouais super, je peux continuer à rappeler, on me dit non t'as pas compris là, tu veux la faire ou tu veux pas la faire parce que là c'est genre tu vois, donc si tu veux c'était genre une promotion mais qui voulait dire que j'abandonnais tu vois l'underground pour être sur un truc où j'ai quand même continué à mettre en avant tu vois des trucs que j'aimais bien aussi mais qui étaient beaucoup plus tu vois large. C'était Faxo, tu vois, donc les sujets ça allait être là c'était Souchon, c'était Goldman, c'était Bashung, c'était les Stones, c'était aussi NTM ou les Last Poets, mais tu vois c'était une émission d'actualité musicale, donc c'était l'actualité tu vois et pas la musique noire ou le hip-hop ou le rap français. Tu as fait beaucoup d'interviews du coup avec ces émissions, avec toutes ces rencontres, tous les concerts auxquels on t'a invité. J'avais aussi vu, si je me rappelle bien, j'avais été invité à l'avant-première de Bad 25 de Spike Lee. Et il me semble que tu avais été invité justement à l'écoute de Bad à l'époque. Oui, donc tu as plein de souvenirs. Là, le premier souvenir que tu as, c'est lequel dans toute ta carrière De quoi, d'interview D'interviews, de rencontres, d'événements auxquels on t'a invité. Oh, il y en a plein. La première fois où j'ai... la première fois où j'ai flippé en interview, mais c'était assez rigolo, c'est la première interview que j'ai faite de Chuck D. Okay. C'est quand il est passé, c'était le concert avec LL Cool J, et il devait y avoir Eric B. Rakim, mais ils sont jamais arrivés, à la Mutualité, en 87. Et là, c'est ma première interview de Chuck D, on est assis comme ça, tu vois, une table de café en face de la Mutualité, c'était genre il devait d'avoir fini les balances, c'était en milieu d'après-midi. Et là, et puis tu sais, Chuck D, Public Enemy, tu vois quand même l'image, tu vois le groupe Pro Black, avec les militaires et tout, tu vois, moi, le petit blanc et tout. Et à un moment, tu vois, il buvait une bière et il prend sa bouteille d'Heineken, puis dans la conversation, il me dit, tu vois, par exemple, si je prends cette bouteille et que je te la casse sur le crâne, tu vas me donner 100% de ton attention, peut-être même 120%. Ah, ça, et l'espace d'une seconde, je me dis, attends, il va pas le faire quand même, tu sais, j'étais là, genre, tu sais, tu te dis, bon, bien sûr, il l'a pas fait, tu vois, mais l'image était tellement forte, tu vois, t'es là, genre, j'étais là, wow, tu vois, c'est... Puis c'est vrai que c'est quand même au début, pas longtemps, mais si tu veux, t'as quand même... Tu vois, ce côté, genre rencontrer des artistes, t'as plein de gens qui disent ouais, ça va être super intimidant et tout. Et c'est vrai qu'au tout début, tu vois, t'as un truc, mais sauf qu'à un moment, tu t'aperçois que
comment dire, c'est un exercice, c'est super de rencontrer des gens que tu apprécies et que tu admires, mais vraiment si tu commences à dire oh là là mais faut pas que je me dise ceci ou cela, tu vois, tu t'en sors pas quoi. Mais tu sais, des fois tu te fais des idées avant, tu sais, ouais les journalistes ils posent des questions à la con, pourquoi ils demandent pas des trucs tu vois, plus intéressants et en fait, tu vois, quand tu es dans le truc, tu t'aperçois, tu comprends pourquoi des fois tu poses des questions bateau, parce que tu sais, à un moment, tu vois, les gens ils disent ouais, mais pourquoi tu lui dis pas, genre tel truc qu'il a fait, ça pue, c'est nul et tout. Mais parce que déjà, faut que quand tu es avec un artiste, tu vois, faut avoir un minimum d'empathie, tu vois, t'arrives pas devant un mec, alors tu sais, ton album, vraiment, il est complètement merdique et tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu veux chroniquer un disque et dire que je le trouve pas bien, libre à toi, et quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, après. Si c'est suffisamment bien, tu peux amener, tu vas justement dire oui, mais alors quand même, vous avez fait tel truc, mais là, est-ce que c'est pas un peu un renoncement d'avoir fait tu vois, tel genre de son ou d'avoir été produit par tel artiste, tu vois, mais il faut le faire avec un minimum de finesse, quoi, tu vois. Mais donc ouais, Chuck D, ça m'avait vachement impressionné, mais après on est plein. Après chaque fois que tu rencontres, tu vois, que ça soit James Brown ou David Bowie, évidemment, tu vois, quand même, tu dis, tu penses à toutes les heures de musique et de trucs qu'ils ont fait, tu dis waouh. Et comment est-ce que tu les préparais ces interviews? Même comment est-ce que tu prépares tes interviews? Est-ce que tu es une assistante, un assistant? Non, ça, j'ai toujours bossé tout seul, mais écoute, c'est variable, c'est assez rare. Alors ça m'arrive, mais c'est vraiment l'exception que je fasse une interview avec des questions écrites, tu vois. Par exemple, les questions écrites et préparées à l'avance, je vais faire surtout, soit quand je sais que j'ai un client entre guillemets difficile, c'est-à-dire quelqu'un qui va être un peu relou, tu vois, style Spike Lee, ou alors quand tu sais que tu as très peu de temps. Tu vois, parce que des fois on dit alors voilà c'est à prendre ou à laisser, surtout dans le cinéma tu as 5 minutes par exemple, ou 10 minutes tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire avec 5 minutes, tu vois, rien. C'est trop court. Ouais, clairement. Mais donc tu fais un maximum, tu vois, de ce que tu peux. Donc en écrivant les questions, bah, tu dis voilà, tu vas peut-être avoir comme ça, tu vas essayer d'avoir un peu plus de juice. Mais sinon j'aime bien, tu vois, comme c'est généralement des sujets que je connais, je vais, tu vois, voir un peu l'ambiance et puis tu vois, voir où ça amène, tu vois, parce que des fois, c'est le côté question écrite, c'est des gens, le mec répond un truc, alors question suivante, tu vois, mais attends non, ce qu'il vient de te dire, le mec là peut-être ça peut déclencher quelque chose, tu vois, d'intéressant. Ouais, clairement. Donc voilà, c'est généralement c'est préparé dans le sens où j'ai écouté le disque et où je connais l'artiste, mais rarement avec des questions préparées à l'avance. Comme je t'ai dit, c'était vraiment, je l'ai fait, mais c'est pas le plus, c'est pas ce que je fais régulièrement. Est-ce qu'il y a une interview que tu regrettes de ne pas avoir pu faire? Ah oui, très précisément, et pour une raison très précise qui fait que je déteste Air France, pour plein de raisons. En fait, on devait aller en voyage de presse à Londres pour voir le concert de NWA à la Brixton Academy. Avant l'Eurostar, donc. Encore. On arrive à l'aéroport, à Roissy, tu vois, il y avait quelques journalistes et tout, l'attaché de presse, et là on arrive, grève Air France, avion annulé. On n'a jamais pu aller à Londres. C'était le dernier concert européen, le dernier concert qu'a jamais fait NWA. Il y avait Easy, il y avait déjà plus Ice Cube, et j'ai pas pu les voir. Donc fuck Air France. Fuck Air France. Voilà. Et ça, c'est vraiment, j'étais vert, quoi. J'étais vert. Ah, j'imagine. C'était horrible. Waouh. Vraiment. Très 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 moche. Est-ce qu'on est bon dans ton horloge pour l'instant? On est parfaitement bon, ouais. Okay. Donc, regardez juste. Yes. Je voudrais qu'on parle d'un jour historique dans la musique. Le 25 juin 2009. Michael. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette journée? Je suppose que ton téléphone a beaucoup sonné. Alors, c'était il y a presque 10 ans. Alors, si tu veux, il y a cette journée-là, mais la journée qui est la plus dingue, c'est la veille. Parce qu'en fait, je t'explique, à l'époque, j'étais, comment dire, ça faisait un peu plus de 6 mois, 8 mois même, que j'avais été contacté par un éditeur pour faire un bouquin sur Michael. Pop Life. Oui, qui est devenu Pop Life. Donc cet éditeur-là, comme il n'y avait pas beaucoup d'actualité en prévision, il me dit bon, fais-le, on sortira, on verra. Puis il devait y avoir peut-être l'édition des 30 ans de Off the Wall, qui était prévue pour donc, l'année 2009, tu vois. C'était sorti en 79. Et puis quand il annonce les concerts londoniens en mars, tu sais, This Is It, la fameuse conférence de presse super courte à Londres, là ça s'accélère, il me dit bon, le bouquin, il faut qu'il sorte là pour les concerts. Et donc je dis écoute, moi ce que je veux c'est faire le dernier chapitre sur le premier concert. Donc ce que je te propose, dit à l'éditeur, je fais le bouquin, on finit, relu, corrigé, je vais voir le concert et
le soir donc, du premier concert de Londres, je fais le dernier chapitre, le récit du concert, et ça part en imprimerie pour que ça sorte dans les 2 semaines qui suivent le concert. Donc la veille de la mort de Michael, donc on est le 24 juin 2009. Voilà, j'avais fini le bouquin, à part ce dernier chapitre qui devait être celui sur le premier concert. J'avais déjà l'assurance d'avoir ma place auprès de Sony. Et donc le bouquin est fini. Et je dis à tout le monde, ça y est, super, mon bouquin c'est fini. Tu vois. Le soir, je vais avec ma fille voir le showcase de will.i.am, Black Eyed Peas, qui était je sais plus, c'était la boîte qui avait rue de Rivoli, là, tu sais, le VIP Room. Ouais, je sais plus si ça s'appelait déjà comme ça à l'époque. Enfin, on y va, mais c'était pourri, il y avait trop de monde. Je me barre. Et donc, parce qu'il est devenu, à l'époque, il devait bosser avec Michael, tu sais, il avait fait quelques trucs et tout. Donc je rentre, je me mets un DVD dans mon salon, je commate un peu, puis quand je vais rechercher mon portable que j'avais laissé dans mon bureau à côté, il était 1h30 du matin, tu vois, et je vois, vous avez 12 nouveaux messages, alors que 1h30 avant, tu vois, je l'avais laissé, et là j'écoute, Michael est mort et tout, et là je commence à faire des premières interviews par téléphone, j'en ai fait en direct, c'était très drôle d'ailleurs, parce que, enfin drôle, j'étais en train de parler au téléphone, et il y avait la télé allumée, j'entendais ma voix avec un décalé, tu sais, sur la télé, tu sais, genre, avec en bas Olivier Cachin en direct au téléphone, tu vois, et donc le lendemain, si tu veux, j'ai fait 19 heures, tu vois, de télé, de radio, d'interview presse, de 6h du matin jusqu'à 1h du matin, tu vois, parce que c'était non-stop, tu vois, avec des équipes qui m'attendaient quand j'avais fait, je crois que c'était iTélé, tu vois, donc j'étais à iTélé en direct, et le temps que je me démaquille et que je sorte, il y avait des équipes de JRI donc les rédac chefs m'avaient vu sur la télé, ils disaient, il est à iTélé, foncez le choper, tu vois, et donc c'était venu en moto, et donc j'ai fait une espèce de conférence de presse, tu vois, avec les mecs, c'était n'importe quoi, tu vois, et là mon téléphone il explosait, j'ai jamais eu ça de ma vie, tu vois, c'est-à-dire que je ne pouvais même plus écouter le téléphone ou les messages, c'était messagerie saturée. Dès que j'écoutais, ça sonnait, ça ressonnait, c'était... Et donc, évidemment, là, j'étais le client idéal, puisque, si tu veux, je sortais, tu vois, de genre 3 mois intensifs où j'avais mangé du Michael, bu du Michael, tu vois, et donc là, c'était vraiment... Et puis après, ça a recommencé quand il y a eu l'enterrement au Staples Center à Los Angeles, tu vois. Donc ça a été quelque chose d'assez dingue. C'était n'importe quoi. Est-ce que tu considères qu'il y a un avant et après 25 juin 2009 ? Ah bah pour la musique nord-américaine oui, pour la musique pop oui. Disons que en tout cas ce qui est étonnant, c'est que ça fait partie de ces événements où tu sais le fameux où étiez-vous le jour où, alors que là pour une génération d'avant ça va être le jour où Kennedy s'est fait buter, ou le jour où on a marché sur la Lune. Pour les gens des années 2000, ça va être le jour où étiez-vous quand vous avez appris, tu vois, le 11 septembre 2001 ou la mort de Michael 8 ans après. Quoi. Et du coup, Farah Fawcett, elle est tombée complètement dans l'oubli de l'histoire. Comme Marcel Dady qui était dans l'avion du 11 septembre, tu vois, c'était effectivement englouti par le gigantisme de l'information qui domine ce jour-là. Effectivement, fallait pas mourir le même jour que Michael. Clairement. Bon, après, on choisit pas. Bah voilà. T'as plus de 30 ans de carrière. Presque 40, non ? Plus de 30, ouais. Est-ce qu'il y a un jour où tu as voulu abandonner ? Te dire, bon, j'arrête ça me saoule cette profession, je passe à autre chose ? Non, jamais, mais disons que, en tout cas, je t'avouerais qu'à la fin de Rapline, à certains concerts où il y avait genre, tu vois, une grosse tension, des fois j'étais là, genre putain, mais tu vois, genre, si tu veux, ce qui est marrant, c'est de voir qu'aujourd'hui, si tu parles de Rapline, t'as que des bons souvenirs, genre, ah ouais, j'ai grandi avec cette émission, tu vois, j'ai des chauffeurs de taxi, des videurs, des patrons de boîte, des gens dans la rue, tu vois, qui me serrent la main, ah ouais, vraiment, putain. Mais à l'époque, t'avais plein qui étaient là, genre, ouais, imposteur, nul, c'est pas bien. Donc t'avais des fois une tension, tu vois, une violence dans l'attitude des gens qui faisait que, tu vois, c'est genre, disons que c'était pas la bienveillance qui dominait, tu vois, de la part de plein de gens, tu vois. Surtout quand t'as des foules, tu vois, genre, je
Je me rappelle une fois, tu vois, où j'avais dû fendre la foule pour aller justement dans les coulisses de NTM en 92, tu vois, au Zénith. Tu vois, il y avait genre 200 fans, tu vois. Là, enculé, tu vas aller voir toi, vas-y, emmène-nous avec toi, tu vois. Et t'es là, c'était quel concert? C'était le concert du premier Zénith en 92, tu vois. Ok. Après, c'était pas violent, tu vois, je me suis pas fait taper dessus ou quoi que ce soit, mais c'est un peu pesant, tu vois. Le concert de Redman et d'ASFX à la Cigale aussi, qui était un des derniers qu'on a filmé, c'était en 93. Oh putain, là, c'était vraiment, tu vois, genre. C'était tendu, tu vois, il y a eu des bastons pendant le concert, tu vois, pas avec nous, tu vois, pas avec l'équipe, mais tu vois, DasFX qui arrête le concert, qui descend, hey yo, chill, c'est un concert les mecs, calmez-vous, tu vois. Ils hallucinaient, les mecs, ils viennent de New York, ils viennent des quartiers chauds, ils voient les mecs, ils sont à Paris, pour eux, c'est genre la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, tu vois, et ils voient les mecs qui se tabassent dans la fosse, ils sont là, mais vous êtes fous, vous, tu vois. C'était pas leur image de Paris. Donc là, c'était des moments un petit peu relous, ouais, tu vois. Mais arrêtez, non, parce que, non, tu veux pas que ça s'arrête, tu vois. Tu veux que ça s'arrête quand tu fais un boulot qui te fait chier et que tu as envie de partir à la retraite, mais pas quand tu es dans un truc, tu vois, qui est, tu vois. Alors après, tu as des époques que tu vas préférer à d'autres, des disques que tu vas préférer à d'autres, mais non, arrêtez, jamais de la vie. Et à contrario, est-ce qu'il y a eu un jour où tu t'es dit, waouh, là je suis arrivé à un stade dans ma carrière, là j'ai accompli quelque chose, je suis arrivé à quelque chose? Bah, non, enfin si tu veux, j'ai jamais vu les choses comme ça, c'est-à-dire que il y a des fois où tu te dis putain ouais, tu vois, tu vois pas un truc tout con, tu vois, mais genre ça m'est arrivé une fois d'aller à New York 2 fois dans la même semaine. Wow. Tu vois, genre tu reviens 2 jours à Paris puis tu repars. Du coup je retrouvais des potes qui étaient là-bas, tu vois, des Français qui étaient là. Putain, t'es encore là? Bah oui, on est revenu voir. Ouais. Tout d'un coup t'es là, tu te dis putain, mais je suis en fait, tu vois, genre t'en as, ils vont bosser de banlieue à Paris. Moi, tu vois, je vais me retrouver à aller à New York, à LA, tu vois. C'est quand même, ouais, tu vois, c'est important dans ces moments-là de te dire, moi j'ai toujours kiffé, tu vois, t'as des gens, ils sont là genre, oh, putain, voilà, tu vois, genre ils vont à New York, oh putain, on est en 2e classe et tout, mais putain, mais kiff, quoi, tu vois, c'est tellement, tu vois, c'est vraiment, c'est quand même, tu vois, c'est extraordinaire quand même d'avoir, tu vois, cette espèce de confort-là, quoi. Donc non, des fois, ouais, tu dis, bah voilà, là, je mange des œufs bénédicts en terrasse au soleil de Los Angeles, et tout à l'heure je vais aller sur le tournage du clip de Raskas où je vais rencontrer Dr Dre, Ice-T. La vie elle est belle quand même. Ouais, la vie est belle. On arrive aux questions de la fin, Olivier. Tu cours beaucoup, tu fais de la presse écrite, tu fais de l'audio, tu fais aussi de la télévision. Tu dois être surchargé un peu. Enfin, je sais pas comment se passent tes journées, mais qu'est-ce que tu ferais en plus si tes journées duraient 48 heures? Bah, je dirais plus de livres, j'écouterais plus de disques, mais je verrais plus de films. Moi j'adore, pour moi la culture c'est la vie, donc c'est vrai que puis j'ai ce côté, tu vois, genre comme je te disais, comme j'aime beaucoup de choses et que j'ai des goûts assez éclectiques, tu vois, je sais que je dirai jamais tous les livres que j'ai envie de lire, et que je verrai jamais tous les films que j'ai envie de voir, mais j'aimerais essayer, tu vois. Donc c'est avoir plus de trucs comme ça, et puis j'aime bien effectivement que les journées soient bien remplies, tu vois, bien complètes, faire plein de choses, tu vois, c'est voilà. Donc l'avantage au bout d'un moment, c'est que quand tu arrives à dormir un peu moins, tu peux veiller tard et voir plus de films et plus de sons. Donc tu es plutôt du genre à écouter de la musique et à regarder des films le soir, et tu travailles la journée. Comment se passent tes journées un peu? Oui, maintenant je travaille moins, je préfère travailler le matin pour écrire en tout cas, tu vois. Mais le soir, ouais, je préfère effectivement, tu vas écouter du son, regarder des films. À une époque, après ça peut m'arriver en cas de bouclage pour certains trucs, tu vois, mais maintenant je bosse moins la nuit, tu vois. C'est vrai que ça m'arrivait à certaines époques où j'allais écrire, tu vois, genre toute la nuit, tu vois. Parce que tu avais aussi un côté, un moment... Le problème c'est qu'en journée, tu vois, t'es toujours dérangé, toujours le téléphone, des trucs, un truc à faire. Donc l'avantage de tôt le matin ou de la nuit, c'est que là, le téléphone sonne pas, donc tu peux vraiment entrer dans le délire, tu vois, taper les 10 feuillets, dérocher l'interview longue durée, tu vois, avoir un peu plus de temps pour ça, quoi. Waouh. Ok. Du coup, t'écris le matin, t'écris combien de temps à peu près en général? Est-ce que t'as des routines? Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui ont des routines. Non, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est selon ce que j'ai à faire. Tu vois, il y a, par exemple, là ce mois-ci, tu vois, dans le numéro de Rock et Folk, j'avais 3 gros articles. Donc là, c'était genre, j'avais peut-être, tu vois, 25 feuillets à écrire. Donc là, c'était plus long. Des mois, t'en as un petit peu moins. Non, ça dépend. C'est vraiment selon, tu vois. Mais des fois, j'aime bien être un peu, tu vois. Une des façons que je peux avoir de me mettre la pression, c'est d'attendre d'avoir un certain nombre de trucs à faire et puis dire ah putain, il faut que j'ai fait tout ça avant 3 jours, donc là faut que je travaille dans l'urgence, tu vois, voilà. Ouais. Des fois c'est bien, tu vois, ça, mais il faut faire attention de ne pas dépasser les délais, tu vois, parce que ça c'est un truc que j'ai appris en presse écrite, parce qu'en presse écrite tu peux pas dépasser les délais, tu vois, je veux dire,
Tu vois, à un moment, quand tu dois partir en imprimerie, tu dis pas à l'imprimeur, attendez, parce que là, il y a un truc qui manque. Clairement. On refait ça demain. Ouais, non, ouais, ça marche pas comme ça. Donc ça, c'est toujours important. J'ai toujours demandé des journalistes avec qui je travaillais quand j'étais rédac chef. Je le fais quand c'est moi, tu vois, c'est être à l'heure. Quand on me dit remise le 20, tu vois, tu dis pas le 22. Ah, en fait, tu sais quoi, j'ai oublié. Faut... Pareil pour les livres. Bah oui, c'est important. En parlant de livres, tu as publié plus de 20 livres. Disons que pour une raison ou une autre, il n'y ait plus aucun de tes livres qui soit publié, que tout soit retiré, qu'il n'y ait plus d'interviews, qu'il n'y ait plus de rap line, et que ce soit le dernier jour de ta vie. À des années-lumière, évidemment. Et que tu as juste une feuille et un stylo pour écrire tes 3 vérités, tes 3 messages pour l'humanité. Quels seraient tes 3 messages, Olivier, tes 3 derniers messages pour l'humanité? Voilà, des messages pour l'humanité, dis donc. Ou la façon dont tu voudrais qu'on se rappelle de toi. Donc, qu'on se rappelle de moi, écoute... C'est christique. Ouais, comment j'aimerais qu'on se rappelle de moi? Comme quelqu'un qui a eu une passion et qui l'a transmise à d'autres gens. Parce que c'est vrai que c'est quand même un des trucs les plus excitants dans ce métier, c'est de transmettre des choses. Tu vois, tu sais, souvent tu dis genre, ah ouais, tel truc j'ai aimé, tu vois, mais alors, pour plein de gens, ça va être genre en dire à quelques potes, ouais, trop de la balle, j'ai kiffé, ou être tout seul. Et moi, c'est la chance, c'est de pouvoir le partager avec d'autres gens et de pouvoir dire, bah voilà, tu vois, moi j'ai tripé sur tel disque, j'ai pleuré en voyant tel film, j'ai frémi en lisant tel bouquin, et ces frissons, ces larmes et ces passions, c'est de les avoir tous à d'autres qui ont dit, on peut me dire grâce à toi, j'ai découvert tel artiste ou j'ai vu tel film et je suis bien d'accord, c'est génial. Ça c'est beau. C'est vrai que c'est très beau. La transmission. Voilà, exactement. La transmission. Le podcast s'appelle La Percée. Pourquoi, pour toi, quelle est la définition de percée? De nos jours, elle est un petit peu limitative, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on perçait des gens qui ont fait tant de millions de vues ou qui ont eu tant de clics. Mais pour moi, percer, ce qui est important, c'est pas. Il faut que ça soit pour soi. C'est-à-dire que si c'est percer. Moi, ce qui m'a toujours énervé, si tu veux, pour digresser un peu, c'est le côté. Cette époque où le succès n'est pas basé sur quelque chose de réel, tu vois. Bon, c'est ce qui a amené un peu la télé-réalité. Tu as des gens, ils sont célèbres parce qu'ils sont célèbres, parce qu'ils ont décidé de l'être. Pas parce qu'ils ont écrit un roman qui a bouleversé une génération, pas parce qu'ils ont fait des chansons tu vois, qui ont été fredonnées dans le monde entier, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Si c'est ça percer, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as percé parce que tu as fait quelque chose, une œuvre qui a touché les gens, quelle qu'elle soit. Tu vois. Et même si c'est juste, tu vois, pour des gens qui font du théâtre par exemple, là, ça va être peu de gens. Tu vois, c'est pas le même public que si tu fais un disque vendu dans le monde entier. Mais voilà, si tu touches des gens, pour moi c'est ça le sens de percer, tu vois, et c'est toucher les gens. C'est juste dire je suis connu et je veux qu'on me voit. C'est moins intéressant pour moi. Clairement. Est-ce qu'il y a quelqu'un, la première personne qui te vient à l'esprit, qui est l'incarnation de percer selon ta définition? Proche ou mort ou vivant en tant que mouvement, le rap français, non seulement il a percé, mais en plus il a vaincu cette espèce, comme je te l'évoquais tout à l'heure, d'indifférence ou de haine qu'il avait suscité auprès des grands médias, des journalistes, d'une partie du public, pour devenir une musique écoutée majoritairement par les plus jeunes et pas que. Donc ça, c'est une façon de percer assez spectaculaire parce que c'est against all odds, comme disent les Américains, contre toute attente et contre tout ce qu'on aurait pu imaginer et tout ce que les Cassandres et les oiseaux de mauvais augure prédisaient il y a 25 ans. C'est pas de la musique, c'est de la mode, tu verras. Bientôt, dans 6 mois, on n'en parlera plus. Parlons-en. Waouh. En tout cas, Olivier, je voudrais te féliciter pour la passion que tu as, parce que tu respires la passion même quand tu écoutes en interview, quand on te voit dans les documentaires, on voit que tu es vraiment là parce que tu aimes ce dont tu parles. Je voudrais aussi te féliciter pour l'audace que tu as eue, voilà, de te battre pour plusieurs mouvements, pour plusieurs artistes auxquels personne ne croyait, d'avoir donné une voix aux gens qui n'avaient pas forcément de voix. Et aussi te féliciter pour tout ce que tu continues à faire, pour toutes les traces que tu laisses des livres, parce que pour moi les livres c'est magnifique parce que ça surmonte le temps et les écrits restent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ouais. Et pour moi t'écris beaucoup et ça fait plaisir. Merci Ntoyi, merci à toi. Plaisir.